Parlez dans le micro. Alors bonjour pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je m'appelle Ovina Flugrab et Quentin Fontaine. Et on travaille tous les deux en fait à Starezo, la station de recherche sous-marine et océanographique, qui se situe à la pointe de la Révélate, qui fait un peu station James Bond, et qui voilà, a été construite dans les années 70, 1970-1972. Et à la base, c'était sur l'initiative, certes, de l'Université de Liège en Belgique, mais qui maintenant, depuis les années 80, est bien une infrastructure corse, dont le président est d'ailleurs Gérard Bonifacio. Voilà. Nous, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est vrai qu'on se rend compte que souvent, il y a un peu un mystère autour de Starezo. Parfois, on nous demande vous êtes un musée, c'est ça? Vous êtes un restaurant, on peut réserver pour ce midi? Et donc, on regrette un peu parfois ce manque de communication. Donc, si en l'espace de 10 minutes, on peut y pallier un petit peu et répondre à toutes vos questions, ça sera avec grand plaisir. Vous avez peut-être dû apercevoir, pour ceux qui étaient là ce matin, Pierre Lejeune, qui est donc directeur qui s'occupe en fait de toute la partie opérationnelle de la station. Normalement, il aurait dû être à notre place pour voilà, parler un petit peu de Starezo. Impossible de remplacer sa prestance et son maniement du langage qui est très très bon. Mais voilà, on va essayer de présenter un petit peu Starezo rapidement. Donc en gros, Starezo s'organise en 3 grands axes. Il y a l'axe de la recherche, où voilà, on décroche des fonds européens, nationaux, régionaux pour mener nos projets de recherche à terme. C'est souvent des projets de recherche qui s'étalent sur plusieurs années, donc 1, 2 ou 3 ans. Et voilà, sur divers sujets, là par exemple en ce moment on a un projet phare depuis l'année 2012, c'est le projet StarEcatMed qui consiste à étudier un peu tous les écosystèmes de la baie de Calvi et à tenter de mettre en évidence l'influence du changement climatique et des activités humaines sur l'ensemble de ces écosystèmes. Donc la posidonie comme on a entendu parler tout à l'heure, le coralligène, les populations de poissons et voilà toutes les petites bêtes aussi qu'on peut retrouver dans le sable, parce que c'est vrai qu'il y en a quand même énormément et on ne le connaît pas. Il y a le second axe, c'est l'axe expertise et conseil, donc c'est l'ensemble des études d'impact qu'on mène à la station. Donc là, on est souvent commandité par des collectivités ou alors des structures privées pour, par exemple, faire un suivi de l'aquaculture, faire un suivi de la station d'épuration, ou alors on fait des études, des diagnostics à T0, on appelle ça, avant la mise en place, par exemple, d'une station d'épuration, de l'extension d'une digue. On fait des recensements faunistiques et floristiques, voilà, pour évaluer un peu l'impact qu'aurait une infrastructure humaine sur le milieu marin. Donc ça, après, on en fait des suivis sur plusieurs années. Et ce sont des rapports qu'on fait remonter auprès du commanditaire. Et dans un dernier temps, le troisième axe, donc ça c'est vraiment intéressant, et assez unique à Starezo, puisqu'on accueille des groupes de chercheurs et des groupes d'étudiants du monde entier qui viennent à peu près du mois d'avril au mois de novembre. Donc en fait, ils viennent soit plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois des fois, réaliser leurs études dans la baie de Calvi. Donc c'est des chercheurs vraiment, on en a de Californie, d'Autriche, des Allemands, des Italiens, voilà, qui disposent des laboratoires sur place à Starezo et du matériel qu'on a. On leur met tout à disposition, le matériel de plongée, on a les bateaux, ils sont prêts à partir en mer quand ils veulent, et ils mènent leurs études là-bas. Donc c'est des partenariats, ces structures-là reviennent presque tous les ans. Et voilà, Oui, il y a certaines universités, des partenaires scientifiques qui parfois disent soit on vient chez vous, soit on vient dans l'autre station marine qui a à peu près les mêmes commodités en Australie. Ah oui, c'est pas mal, d'accord. Ou à Hawaï. Ah oui, d'accord, on est à ce rang-là. Bon, mais c'est pas mal quand même.
Voilà, après c'est vrai qu'on a travaillé beaucoup sur la langouste, sur les thématiques comme la posidonie, beaucoup sur les effets du changement climatique actuellement et comment intégrer cet aspect-là qu'on ne peut plus maintenant ignorer dans les plans de gestion. Sur la pêche aussi beaucoup. Sur la pêche, beaucoup. On a des personnes qui embarquent carrément sur les bateaux des pêcheurs professionnels, mais aussi amateurs, entre guillemets, pour pouvoir suivre qu'est-ce qu'ils pêchent, pourquoi, est-ce qu'il y a une espèce dont les caractéristiques de la pêche font qu'on a des indices, est-ce qu'elle se porte bien, moins bien, est-ce qu'il faudrait arrêter, est-ce qu'il y a des quotas, est-ce qu'elle se... Après, je ne vais pas rentrer dans les détails du changement climatique qui... pour tout vous dire, j'aurais aimé donner une conférence un jour quand ça serait un peu plus près et un peu plus centré sur Calvi plutôt que tout le nord-ouest méditerranéen. Parce que c'est vraiment, je me suis rendu compte que la mer, c'est vrai que c'est un domaine qui ne devrait pas être réservé seulement aux pêcheurs ou à la communauté scientifique, mais bien à tout le monde, puisque nous, on y habite tous à moins de quelques kilomètres. Et on a la chance, et d'ailleurs, vous êtes toujours les bienvenus pour venir voir Starezo. Donc voilà, comme l'a dit Quentin, l'été c'est le souk, ça parle toutes les langues, c'est hyper vivant. Et l'hiver, on est 10 à l'année. 10 à l'année, dont voilà. 7 scientifiques. Voilà. On est tous plongeurs scientifiques professionnels, c'est critère obligatoire. Oui, ça va de ça, oui. Oui et non, mais oui. Donc on est autant en fait en concret, on est 50% sous l'eau, en train de faire des manips en tout genre, soit des comptages, soit en train de percer des trous, enfin ça fait tout, soit devant l'ordi, à rédiger des rapports, à faire des prestations intellectuelles. Traiter des données, beaucoup de données. Voilà, parfois aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler sur le cas de l'Holoturie dernièrement, ils ont intercepté un cargo chargé de plusieurs tonnes de l'Holoturie pour être consommé et vendu. Et en fait, on nous a fait appel pour nous avoir un avis scientifique quant à comment on se positionne par rapport à ça. Est-ce qu'il faut créer un décret? Est-ce qu'il faut interdire voilà, on est aussi là pour conseiller scientifiquement les entités de l'État. Le concombre de mer. Pardon. Concombre de mer. Qui ressemble à Katsumari, voilà. Je passe les détails. Voilà. Qui, quand vous voyez les périodes de reproduction, voilà, on comprend pourquoi. Voilà. Et voilà. Après, en concret, on n'est pas de Lille. Moi, je suis plutôt en Allemagne, mais grandi dans le Pays Basque. Et j'ai fait des études un peu partout, en Angleterre, en Espagne, en Belgique, bougé un peu, beaucoup. Et je pouvais terminer sur une note comme quoi, là, la dernière fois j'étais aux Fidji, et je me suis dit, ouais, c'est pas mal, mais je vais rentrer en Corse. Voilà. Ah oui, ce que je fais, oui. Et moi je suis plutôt dans le traitement de données. Donc à Starezo, on a depuis 1970, on a des très longues séries temporelles. D'ailleurs, petite anecdote, on est l'instance qui a la plus longue série temporelle d'eau marine dans toute la Corse. Donc depuis les années 1960, ça commence en 72, la série temporelle. Et donc on a exactement une idée à combien se quantifie cette augmentation de la température qui est hélas véridique. Donc il faut traiter en fait toutes ces données parce qu'on amasse, on sort en bateau par tous les temps, en plongée, ça prend du temps, de l'énergie. Et après par la suite il faut digérer toutes ces données, les valoriser, les mettre à disposition pour tous ceux qui en ont besoin. Peut-être voilà, c'est plus ma partie moi. Après, il y a de la prestation intellectuelle, bon, c'est un nom très pompeux, mais par exemple pour les bouches de Bonifacio, ils nous ont contactés pour faire une étude sur la vulnérabilité de leur biodiversité par rapport au changement climatique. Et donc, j'ai bûché là-dessus pendant plusieurs mois pour au final leur dire, voilà, là, vous avez cette espèce-là, cet écosystème-là, cette particularité-là qui fait que dans le contexte actuel du changement climatique, il va falloir mettre des actions concrètes pour protéger, parce qu'elles sont en danger ou elles vont se transformer, et de pouvoir l'intégrer, comme je disais, dans leur plan de gestion. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de... Quentin va
peut-être pouvoir parler de l'étude de plaisance. Moi non plus, je ne suis pas de Lille, je suis breton d'origine. Donc pareil, j'ai réalisé une partie de mes études à Rennes puis à Brest. Donc là, à Brest, il faut savoir que c'est un réel technopôle océanographique. Voilà, je suis passé aussi par le massif de l'Esterel puisque j'ai fait des stages d'études à Cannes. Et maintenant je suis en Corse. Voilà, depuis 3 ans. Donc moi j'ai un profil un peu plus opérationnel, on va dire, où je mène l'ensemble des campagnes en mer de Starezo. Donc c'est des campagnes de prélèvement d'eau, de mesure des paramètres physico-chimiques de l'eau via des sondes. Voilà, après j'extrais toutes ces données, je les nettoie et je les fais remonter jusqu'à la personne qui les traite. Je réalise aussi l'ensemble des études de la partie expertise et conseil, donc l'ensemble des études d'impact de la station. Là, il y a une semaine, je suis parti une semaine sur le terrain dans le golfe d'Ajaccio pour faire le suivi des aquacultures. La semaine prochaine, je retourne à Bonifacio pour faire un suivi des banquettes de Posidonie. Donc voilà, c'est pour expérimenter par exemple un nouveau mode de déplacement de ces banquettes, un mode de déplacement doux qui respecterait leur rôle écosystémique. On réalise aussi des suivis des bio-huts. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est des petites cages qu'il y a dans les ports qui permettent Dans les ports de Saint-Flour et de Bonifacio. Ouais. De recréer une petite biodiversité, de préserver les juvéniles de poissons. Donc voilà, et j'ai également mené une étude un peu plus géographique et sociale sur la plaisance et le nautisme à l'échelle de la Corse entière. Donc ça consistait à faire essentiellement du comptage de bateaux via des survols aériens ou par le biais de questionnaires, du logiciel Magellan, c'est le logiciel de réservation au port pour les plaisanciers qui connaissent sûrement. Et voilà, c'est une étude un peu plus géographique et sociale, mais qui permet de mettre en évidence aussi que la plaisance a un impact également sur l'environnement, notamment les yachts, un impact d'ancrage sur la baie de Posidonie, et il y a des nouvelles réglementations qui sont en train de sortir depuis l'année dernière, et qui justement sont basées sur les chiffres de ces études-là. Donc c'est indispensable d'avoir des données quantitatives mais aussi qualitatives pour permettre de générer la réglementation adaptée derrière. Pour le petit chiffre qui fait tiquer, parfois, il y a pardon, je te vole la vedette, mais vous avez dû remarquer, il y a de plus en plus de grands bateaux, de yachts, et il a été, donc Quentin a mis en valeur que 10% de ce qu'on appelle la flottille, la grande plaisance, un septième. Voilà, en plus, un septième de la grande plaisance, donc c'est les bateaux de plus de 24 mètres dans le monde, passent autour de la Corse en un an. Voilà. Et il faut savoir qu'un yacht sur 3 que vous voyez au mouillage, il l'est dans la Posidonie, voilà, à l'échelle de la Corse. C'est 62% des yachts au mouillage dans la réserve de Bonifacio l'est dans la Posidonie. D'ailleurs, un petit point que Jean-François a omis, c'est que en fait, la Posidonie, elle a un autre rôle qui est maintenant capital, c'est qu'elle stocke le carbone de manière éternelle, si ce n'était pas changé, dans les sédiments. Et par un temps où c'est nécessaire, il y a trop de CO2 dans l'air qui est fixé, qui est par équilibre des gaz entre la surface de l'eau, l'air et eau absorbée dans les océans, ce carbone peut être fixé par la plante, par la photosynthèse, puis fixé dans les sédiments. Et on a d'ailleurs estimé que de tous les pays aux alentours de la Méditerranée, 11 à 40% du CO2 que ces pays-là ont émis, ces 11 à 40%, alors une estimation assez large, ont été capturés et stockés de manière éternelle si il n'y avait pas de l'ancrage dans les sédiments. Donc par ce temps de changement climatique, c'est d'autant plus pertinent et évident qu'il faut protéger cet écosystème qui, en fait, je suis désolée, je mets l'accent parce que c'est vraiment un point assez important, qui nous, dans les tropiques, les récifs coralliens, c'est des milliers d'espèces qui forment les milieux coralliens. Et toutes les fonctions qui sont assurées par ces récifs coralliens le sont en Méditerranée par une seule espèce. Donc voilà, c'est absolument primordial. D'où également, maintenant, il y a eu des décrets qui sont passés maintenant en juin qui justement mettent en relation l'ancrage avec destruction d'une espèce protégée. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Seulement si vous avez des restes de plantes sur l'encre, c'est là que vous êtes verbalisable. Parce qu'avant, il faut savoir que c'était
interdit de prélever le moindre petit faisceau de posidonie. Nous, on est obligé de faire des demandes d'autorisation de prélèvement pour 2 feuilles. Mais par contre, ce n'était pas interdit d'ancrer dedans. Donc voilà, maintenant ils ont associé la notion d'ancrage à la notion de destruction. Avant, il fallait vraiment prendre en flagrant délit le navire avec la posidonie sur son ancre pour pouvoir le verbaliser. Maintenant, à partir du moment où on sait qu'il est ancré dessus, c'est puni. Voilà, c'est évident, hein, mais c'est tout nouveau malheureusement. Voilà en gros ce qu'on fait à la station. Mais si vous avez des questions, peut-être. Et n'hésitez pas à passer aussi. Hein. Justement, pour passer, c'est comment? C'est ouvert, public, comment ça se passe? Le mieux, oui voilà, le mieux c'est de contacter la station, de prévenir que vous aimeriez faire une visite dans tel ou tel jour. Oui. Alors si c'est un groupe et vraiment quelque chose d'officiel, une assoce ou quoi, ou des écoles, avec grand plaisir. Moi j'aimerais bien développer ça plus à Starezo, vraiment de développer un petit axe pédagogique, d'avoir des supports adaptés et tout ça. Là, vous contactez la base marine, hein, il y a le numéro sur internet. Par contre, si vous venez à titre privé, juste à 1 ou 2, moi la première, je serais ravie de prendre 1 ou 2 heures de ma journée et de vous faire un tour et de vous expliquer quelques petites choses. Et voilà, et même si vous voulez réserver à l'avance pour avoir une place pour manger à midi, que l'été, parce que la cuisine n'est ouverte que l'été, de avril à octobre, c'est aussi faisable, carrément. Donc voilà. Maintenant qu'on se connaît tous, Lovina, Quentin... Vous demandez Lovina et Quentin, on sortira à nos bureaux, on vous fera une petite visite privée. Il y a déjà assez pour vous parler de la pollution maritime en Méditerranée, et qui est là depuis 30 ans, c'est le constat de l'augmentation de la population sur le câble, sur la Vertèbre. Oh, ouais, alors justement, c'est un thème, le dire d'expert, c'est un thème qui tient beaucoup à cœur à Pierre, le jeune directeur, et les témoignages sont toujours les mêmes. Les gens qui ont plongé depuis il y a 30 ans, 40 ans, disent tous c'est pas la même mer. L'abondance est beaucoup plus réduite, les poissons sont de taille beaucoup plus réduite. Alors certes, dès qu'on met des choses en place, par exemple les moratoires pour le Corbe ou le Mérou, directement il y a l'effet, les populations remontent, pareil pour l'effet du cantonnement. Mais de manière générale, le fait aussi qu'il y ait de plus en plus ces effets de canicule sous-marine, en fait, dans un laps de temps assez restreint, on a une montée de la température de l'eau très intensive, qui fait qu'à parfois des profondeurs de 20 mètres, on peut avoir des températures absolument incroyables, exceptionnelles, qui stressent beaucoup toutes les communautés qui sont fixées au sol, qui n'ont pas le choix que de subir. Donc beaucoup de coraux, de gorgones sont nécrosés, meurent d'une certaine manière. Et comme disait aussi Jean-François, cet effet de thermocline, donc cette frontière entre l'eau superficielle très chaude et l'eau plus profonde froide, a un rôle biologique dans la répartition des poissons, et qui fait que en fait, la biodiversité est chamboulée aussi par l'arrivée de nouvelles espèces. Après, moi, personnellement, je ne suis pas trop de l'avis de dire « il y a des nouvelles espèces, donc les septièmes de la mer Rouge, des nouvelles espèces de l'Atlantique Sud, de la Méditerranée du Sud qui viennent, oh là là, c'est une catastrophe ». Non, on a toujours vécu dans l'évolution, que ce soit apporté par l'homme, par les défections d'oiseaux. Voilà, il y a toujours eu un apport, que ce soit terrestre ou marin, et qui fait qu'il y a eu de l'évolution. Par contre, ce qui se passe, c'est que la montée des eaux, le réchauffement climatique et l'acidification des eaux sont des réalités maintenant qui se passent à des vitesses tellement importantes par rapport à notre échelle des temps géologiques que c'est difficile en fait pour l'environnement de s'adapter assez rapidement. Et en fait, justement, la Posidonie, en ce moment, normalement, elle a une période de l'année où elle fleurit. Donc la Posidonie, plante à fleurs, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est pas une algue, une plante qui a une petite fleur toute belle, et qui fleurit à une certaine époque de l'année, et qu'une seule fois. Et encore, parfois elle ne fleurit pas. Et maintenant, elle fleurit de manière anarchique l'année, plusieurs fois, et dans le domaine terrestre, c'est vrai qu'une plante ou un arbre qui fleurit, parfois c'est signe également de gros stress,
parce qu'il n'est pas dans des conditions optimales de croissance, et donc dans l'espoir de pouvoir créer un génotype qui pourrait être in fine plus adapté, il va investir dans propulser beaucoup d'énergie dans ce qu'est la floraison, parce que c'est beaucoup d'énergie, parce que ce que j'investis dans la floraison, je ne l'investis pas dans la croissance, ni dans la photosynthèse, ni tout ça. Et du coup, c'est en train de se passer la même chose sur la Posidonie, et donc elle stoppe entre guillemets sa croissance pour fleurir. Alors est-ce qu'elle va réussir à s'adapter à temps? Tout ça, c'est le fait que, alors pour la petite anecdote aussi, c'est l'organisme vivant multicellulaire qui est encore existant aujourd'hui, le plus vieux au monde. Donc c'est un spécimen qui a été retrouvé dans les Baléares, qui aurait 150 000 ans, et qui serait encore vivant aujourd'hui. Et c'est en Méditerranée, c'est près de chez nous. Voilà. Et donc le fait que cette plante ait pu s'adapter à travers voilà, toutes les chamboulements climatiques qu'il y a eu dans le passé, c'est quand même assez... ça donne pas mal espoir, mais voilà, c'est quand même un moment où on est là, bon, qu'est-ce qui va se passer? Et il faut limiter l'impact dessus. Ouais, alors, pour en revenir à la question, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influences liées au changement climatique, mais c'est vrai que les pressions humaines, donc liées notamment à l'augmentation de la population, viennent amplifier tout ça. Alors, selon certains degrés quand même, on a mis en évidence par exemple que dans la baie de Calvi, grâce à sa large ouverture vers le large et à sa profondeur relativement importante, l'hydrodynamisme, tout ça, les activités humaines avaient très peu d'influence sur la qualité de l'eau, les paramètres physico-chimiques de l'eau. Par contre, je pense que tout le monde l'a remarqué, la quantité de déchets et de plastique en mer augmente considérablement, ça c'est indéniable. Il n'y a pas encore de véritables études qui ont été menées là-dessus parce que c'est quand même difficile à quantifier. L'identification des sources de ces déchets sont difficiles à identifier. Mais oui, voilà, enfin, on ne peut pas nier le fait que les activités humaines, via la production de déchets, n'a pas d'influence sur le milieu marin, ça c'est clair. Ouais, par exemple, pour l'exemple de l'aquaculture, à Calvi, c'est vrai que l'impact environnemental dû à cette activité dans la baie est assez limité. C'est plutôt les règles sont bien respectées, oui. Alors qu'il y a d'autres aquacultures qu'on a vues dans le sud où c'est juste triste de plonger dessous, c'était d'une tristesse vraiment. On retrouve les sacs de céréales qui versent aux poissons directement au fond. Des bouts de ferraille, on ne se voit pas au fond. On se voit pas. C'est de la merde. Si nous on se laisse tomber vraiment au fond, on s'envase jusque là. Alors que sous la ferme aquacole de Calvi, il y a de l'herbier de Posidonie. C'est magnifique. Pas partout. Non mais voilà. Donc il y a des contrastes comme ça qui sont liés à l'action de certaines personnes localisées. Enfin voilà, c'est du bon sens, hein, mais c'est une prise de conscience qu'il faut réussir à généraliser. Et voilà. En fait, ce que je voulais en venir avec le changement climatique, c'est que c'est difficile de discriminer les effets anthropiques des effets du changement climatique. Et par exemple, vous avez dû apercevoir à la fin parfois qui recouvre un peu sur tous les milieux rocheux, un peu un biofilm d'une algue filamenteuse, et elle se développe souvent après les canicules de chaleur en fait. Et ça asphyxie carrément tout ce qu'il y a, tout ce qu'il peut y avoir, les petites algues, les petits coralligènes, les cystosaires, et donc il y a cet effet-là du changement climatique, et à la fois c'est vrai que comme Quentin l'a souligné, il a été montré qu'au final la baie de Calvi est assez exempte des pressions anthropiques qu'on retrouve régulièrement dans la Méditerranée. Donc, et du coup c'est un terrain de jeu très intéressant, pour les scientifiques, parce qu'à la fois il y a tous les types d'écosystèmes, quasiment tous les types d'écosystèmes marins de la Méditerranée présents au sein de la baie, donc qu'on peut étudier, et qui sont assez exempts de pression anthropique, tout en ayant quand même quelques pressions anthropiques, comme la station d'épuration, l'aquaculture, la zone de mouillage. La zone de mouillage, voilà. Donc au final, c'est on s'amuse en fait, on a vraiment des points de prélèvement et de mesure au niveau de sites
dite de référence, où il n'y a aucun impact anthropique, donc un peu au large, au presqu'île de la Révélate, et on compare ça avec d'autres points potentiellement impactés par ces activités humaines. Par rapport à l'activité de croisière, de gros yachts tout à l'heure que vous évoquiez, ce fameux un septième de yacht au niveau mondial, le labourage des Posidonies, est-ce que vous l'avez constaté? Parce que nous, Ah oui. non, voilà, parce que quand il y a des tempêtes, je me rappelle, il y avait le Club Med, et le lendemain il y a eu une tempête, il y avait des massifs de Posidonies qui étaient arrivés en Mais déjà, nous, on le voit en plongée. Et son pourcentage, d'à peu près une idée, parce que Ouais. la vie, c'est quoi? C'est 30-40 ans pour se refaire, c'est ça? Alors, elle pousse de... 1 cm, moins d'1 cm par an, comme ça. Après, elles poussent comme ça parce que c'est la photosynthèse. D'ailleurs, elles perdent leurs feuilles, elles ont aussi saisonniers. Comme ça, 1 cm. À dire d'expert, un yacht de 80 mètres en une nuit, dans des conditions de vent assez fortes, peut arracher un quart d'un terrain de foot. Donc quand on sait que ça pousse de 1 cm par an derrière, voilà. Et déjà, nous, les tâches d'ancrage, on les constate en plongée. Et j'ai réalisé les cartographies de la baie de Calvi en comparant voilà, les habitats marins entre 2010 et 2018. Il y a 3% de l'herbier de Posidoni, 14%, pardon, je confonds avec un autre écosystème, de l'herbier de Posidoni qui a disparu, ce qui représente 13 terrains de foot, à peu près. Et quand on fait les cartographies, on voit vraiment les tranchées, mais c'est des traits nets hein, sur une carte, liés à l'impact de l'encre. Vous tapez simplement impact de l'ancrage impact de l'ancrage des yachts sur la Posidonie sur YouTube. Vous tapez sur la première vidéo, c'est une vidéo de Andromède Océanologie, donc c'est pareil, c'est un bureau d'études basé à Montpellier. Ils ont filmé en live le labourage d'une encre dans la réserve de Bonifacio. C'est un carnage. Parce qu'il faut savoir que quand un yacht met son encre, il met aussi 100 à 150 mètres de chaîne derrière. Et quand il y a du vent, le yacht, il fait tout ça. Donc la chaîne, on appelle ça le ragage, c'est une tondeuse, quoi. Elle rase tout au fond. Plus après, normalement, le yacht est censé avancer à la verticale de son encre pour le retirer. Sauf qu'en fait, la plupart du temps, il remonte l'encre en reculant. Donc ça laboure les fonds. Et les fonds sont vraiment retournés, quoi. C'est motoculté, quoi, au fond. Il y a des montagnes, des massifs de 2-3 mètres, des fois. C'est impressionnant. Et il y a une application, donc voilà, je parle aussi pour tous les plaisanciers, tous les navigateurs. L'application Donia, D-O-N-I-A, qui est gratuite, qu'on peut intégrer sur son smartphone ou sur son GPS. Et on voit en temps direct la position de notre bateau. C'est comme Google Maps, enfin, comme un GPS. Et dessous, on voit la nature des fonds. Donc le jaune, c'est le sable, le vert, c'est la Posidonie, et le violet, je crois que c'est la roche. Voilà, donc c'est hyper simple d'utilisation, et on sait exactement où ancrer, quoi, dans les tâches de sable. Voilà, Donia, D-O-N-I-A, si vous pouvez en faire la promotion. Du coup, pourquoi c'est pas interdit d'ancrer? Comment? Pourquoi c'est pas interdit d'ancrer? C'est interdit d'ancrer. Depuis l'année dernière. Pourquoi on voit le Club Med, pourquoi on voit le Conan, Alors, ils mouillent pas dans la Posidonie. Il y a des... Là, à l'endroit où ils sont, c'est des zones réglementées, des zones d'arrêté 155, on appelle ça. C'est des zones, des rayons qui ont été délimités en mer. C'est un parking pour eux. Comment? C'est un parking pour eux. Oui, voilà, c'est ça. Qui est géré par le CROSS et les sémaphores. Et depuis l'année dernière, le printemps pardon, de cette année, tous les yachts de plus de 45 mètres sont soumis aussi à cet arrêté-là. Donc tous les yachts de plus de 45 mètres ont l'obligation, s'ils veulent mouiller, d'aller dans ces zones d'arrêté 155. Ils sont censés. Voilà, sous la direction du CROSS qui est censé intervenir s'ils n'obéissent pas. Donc en théorie, il ne pourrait pas y avoir plus de 5 gros yachts à Calvi. En théorie. L'existence des encres flottantes. Comment? L'existence des encres flottantes. Des encres flottantes. Encre flottante. Les corps morts, je pense. Non, Non, encre flottante. ils existent les encres flottantes. Ouais, il y a plein de prototypes qui sont à l'essai, mais il y a encore rien qui est sorti pareil. Enfin, il y a tellement de formes d'encre qui existent au fond, qui sont censées avoir des impacts plus ou moins minimes, mais ils n'arrivent pas encore à trouver le système d'immobilisation sans qu'il y ait d'impact. Alors il y a des prototypes de coffres qui sont en train d'être testés. Donc ça c'est
c'est des vis à sable qui sont mis au fond, en étoile, comme ça, avec une armature, elles sont toutes reliées entre elles. Il y a une chaîne qui est reliée à une bouée de mi-haut, enfin qui est à mi-profondeur, qui elle est reliée à une bouée de surface sur laquelle pourrait venir s'amarrer un yacht par exemple ou un bateau. Donc voilà, ça aurait un impact minime sur le fond puisque ce serait des vis à sable qui pourraient être surélevées juste par rapport à la baie de Posidonie. Et la bouée de mi-haut permettrait d'éviter le ragage de la chaîne au fond. Mais c'est des dispositifs qui sont coûteux. Donc il faudra réfléchir sur le financement de ces... Ouais, ils sont d'argent, ceux qui ont Voilà, mais À Monaco, ils ont pas ça déjà? ils sont en train de le tester, je crois que c'est dans le golfe de... la Saint-Tropez. Je ne sais plus exactement où. Mais c'est à l'essai. Et ils aimeraient aussi l'expérimenter dans les Bouches de Bonifacio. Mais voilà, après c'est une gestion derrière, parce qu'il faut mettre le nombre de coffres adéquat en fonction du nombre de yachts présents, donc c'est d'où l'intérêt encore de cette étude. Il faut les mettre aux bons endroits, parce qu'il faut qu'ils soient à l'abri du vent, mais souvent à l'abri du vent c'est où ils se mettent aussi régulièrement, donc dans la baie de Posidonie, dans les faibles fonds. Enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en compte, et il ne faut pas aussi négliger la richesse économique qu'apporte cette plaisance. Donc il faut peser le pour et le contre entre préservation de l'environnement et... Ah, il n'est pas arrivé là, la richesse. Le retombé, il n'est pas... Ouais, ça c'est des études de l'APEC souvent, mais... On les voit pas, les gens des yachts. Pour avoir travaillé en restauration sur Candy, sincèrement, on les voit pas, les gens des yachts. C'est vrai que le financement, c'est toujours un gros problème. C'est oui, les corps morts, ok, c'est super, mais qui c'est qui investit des centaines de milliers d'euros C'est la limite, c'est la seule C'est la limite. question. Bon, mais C'est pas catastrophique, hein, faut que... les fonds sont encore magnifiques, hein. Vous allez à la pointe de la Révélate, vous verrez des mérous de plus d'1 mètre, des dentilles d'1 mètre. il y a des chercheurs du monde entier qui viennent ici pour l'étudier, donc c'est qu'on a des trucs à voir. Et qui reviennent tous les jours avec plaisir. On vous attend installé. Merci.